Well, starting tomorrow, work is the rest of your life. That's right. So my first wish is for you to find joy. Jensen is here, of course, the CEO of NVIDIA. This is the clear winner of every winner in the world of artificial intelligence. What an amazing year. His company powers everything from OpenAI, Google's programs. You are the stars. This is a celebration of your science, of your work, and your innovations. My second wish for you is to learn to embrace failure. Vous savez, il n'y a pas si longtemps, Nvidia était au bord de la faillite. Leur premier produit était un tel désastre que les clients abandonnaient tout contact avec l'entreprise. Microsoft avait lancé un produit mortel qui rendait Nvidia complètement inutile et il ne restait à l'entreprise que 30 jours de cash. At the time that we started the company in 1993, we were the only consumer 3D graphics company ever created. Nous sommes en 1996 et Nvidia est en train de s'effondrer. We won a contract with Sega to build their game console, which attracted games for our platform and funded our company. After 1 year of development, we realized our architecture was the wrong strategy. La situation de l'entreprise était si mauvaise que Jensen ne payait pas ses propres factures d'électricité pour pouvoir payer ses employés. Au bureau, les lumières étaient éteintes pour réduire la facture. Et quand il pensait qu'il ne pouvait pas descendre plus bas, le pire est arrivé. Du jour au lendemain, leur plus gros client les a abandonnés. Jensen a commencé à licencier et Nvidia était la risée de la Silicon Valley. Et pendant que Nvidia étouffait, Intel gagnait 5 milliards de dollars chaque trimestre. Chip maker Intel has seen its best ever first quarter earnings as its profits quadrupled on the back of increased sales. By 1992, it became the world's largest chip maker by revenue, according to the company. By 1997, its chips served as the brains of 84% of the world's computers. À elle seule, Intel était si puissante qu'elle pouvait dépenser plus, concevoir plus et survivre à tous ses concurrents. Mais juste au moment où Nvidia était sur le point de mourir, un miracle va se produire. Jensen Huang a construit une puce. Une puce si magique qu'elle n'a pas sauvé seulement Nvidia, elle a été le tremplin pour faire de Nvidia l'entreprise la plus puissante du monde. Et aujourd'hui, Nvidia vaut plus de 5 000 milliards de dollars, ce qui est plus qu'Apple, plus que Microsoft et plus que le PIB de 185 pays dans le monde. Today, Nvidia is the belle of the ball. Today's gain was yet another record high. A new milestone in the world of artificial intelligence. NVIDIA became the first company to hit a market value of $4 trillion market cap. ChatGPT has started a very intense conversation. Thinks it's the most revolutionary thing since the iPhone. Mais la question est alors que si cette entreprise n'était qu'à 30 jours de la faillite, comment ce miracle à 5 000 milliards de dollars a-t-il pu se produire ? Pour comprendre Nvidia, nous devons d'abord savoir exactement ce qu'est une puce et pourquoi tout le monde y est accro. Aujourd'hui, lorsque vous tenez un téléphone, regardez des vidéos, utilisez l'IA, passez des appels ou scrollez sur Instagram, rien de tout ça ne vient de votre écran. Ça vient d'un truc minuscule à l'intérieur de votre téléphone. Un objet qu'on appelle puce. Ce n'est pas un composant comme un autre, c'est littéralement le cerveau de tout ce qui est numérique. À chaque fois que vous déverrouillez votre téléphone, que vous tapotez pour tirer dans un jeu vidéo, que vous zoomez sur Google Maps ou même que vous regardez cette vidéo sur YouTube, cette puce effectue des millions de calculs chaque seconde juste pour que ces fonctions se produisent. Elle récupère la pression de votre doigt, la décode, la restitue, la traite, puis la transforme en une action à l'écran. Et ce qui est incroyable, c'est que ces puces sont plus rapides que le battement de vos cils et plus petites que votre ongle, mais elles sont si puissantes que le monde entier, de ChatGPT à Instagram en passant par Netflix et votre iPhone, fonctionne grâce à elles. Mais en 1993, tout ça n'était pas si évident. At the time, the PC revolution was just starting. All the major tech companies would be racing to the pinnacle of the PC market. From Microsoft software and faster processors to 3D graphics and modern gaming. A storm that would change how we work, play,
and live. Les ordinateurs des années 90 étaient complètement différents. Ils étaient encombrants, chers et surtout assez ennuyeux. Tout ce que vous pouviez faire avec, c'était utiliser des tableurs, des documents textes et des interfaces 2D à faire débander un cheval. Mais c'est alors qu'une chose folle s'est produite lorsque le monde a découvert un nouveau concept appelé les jeux vidéo. Depuis l'apparition des jeux vidéo, on est passé des pixels plats à des mondes en 3D. C'est là que les gens sont tombés amoureux de jeux comme Doom ou encore Quake. Et c'est à ce moment précis que Jensen et ses deux associés ont remarqué un gros problème. Pour jouer à ces jeux incroyables, il fallait une console comme une Super Nintendo ou une Sega Genesis, car les ordinateurs de bureau ne pouvaient tout simplement pas les faire tourner. Les PC de l'époque n'avaient pas les puces spécialisées requises pour exécuter des graphismes à haute vitesse et de haute qualité, car ces puces devaient effectuer des milliards de calculs chaque seconde pour vous permettre de jouer à un simple jeu. Par exemple, quand vous jouez à Call of Duty, vous êtes peut-être en train de sprinter sur un champ de bataille avec des balles qui volent et des explosions partout. La lumière change lorsque vous passez d'un couloir sombre à la lumière du soleil. Les ombres se déplacent et la fumée réagit au tir. Derrière votre écran, l'ordinateur travaille comme un dingue pour vous afficher tout ça. Il calcule l'intensité avec laquelle la lumière du soleil doit frapper votre casque, comment les ombres tombent sur le mur derrière vous, comment la grenade tourne dans l'air et comment elle explose juste à côté d'un ennemi. Et tout ce mouvement, cette physique, cette lumière et cette réaction sont calculés en temps réel. L'ordinateur fait ça 60 fois par seconde, image par image, pour que le jeu reste fluide et réaliste. Ce sont des millions de petits calculs qui se produisent à une vitesse fulgurante. Et si vous pensez que c'est beaucoup, eh bien, ce n'est pas assez. Regardez. Mario 64 en 1996 avait besoin de 100 millions de calculs par seconde pour tourner. Minecraft en 2011 avait besoin de 100 milliards de calculs par seconde. Et les nouveaux jeux comme Cyberpunk 2077 ont besoin de plus de 36 000 milliards de calculs effectués chaque seconde. C'est ce qu'il faut pour que chaque explosion semble réelle, chaque rechargement fluide et chaque tir précis. C'est ce qu'il faut à un ordinateur pour vous donner le headshot parfait. Et pour faire tout ça à l'époque, il vous fallait une puce miracle capable d'effectuer des milliards de calculs par seconde. Mais problème, c'est qu'en 1995, les gens se moquaient un peu des jeux vidéo. Pour la plupart, c'était juste un loisir d'ado. Le monde de la tech était occupé à courir derrière les logiciels d'entreprise, les serveurs et les tableurs Excel. À cause de ça, les investisseurs et les VC ne s'intéressaient pas aux startups du jeu vidéo et les ingénieurs n'y voyaient donc pas de débouchés et de carrière. Mais alors, pourquoi Jensen était-il assez fou pour se lancer dans les puces pour jeux vidéo? Comme on l'a vu dans notre vidéo sur Anthropic, les entrepreneurs de génie ont souvent cette capacité à croire en quelque chose que personne d'autre ne voit encore. Là où les autres voyaient du divertissement, Jensen voyait l'avenir de l'informatique parce que les jeux exigeaient de la vitesse. Ils exigeaient des graphismes à haute résolution et devaient exécuter des millions de calculs sans décalage ni retard. Jensen savait donc que s'il pouvait construire des puces assez puissantes pour faire tourner les jeux de manière fluide, il pourrait construire des puces pour n'importe quoi. Si ces puces pouvaient survivre au chaos d'un jeu vidéo, elles pourraient fonctionner dans n'importe quel autre domaine, des fusées à la robotique en passant par la médecine et les films. C'est comme ça que Nvidia a vu les puces comme une passerelle vers l'avenir de l'informatique. Et c'est donc comme ça qu'en 1995, Nvidia lance son premier produit, une puce informatique appelée NV1. The NV1 chip that was released in November 1995, Sound Blaster compatible audio systems, and 15-pin joystick ports. To top it off, it would be compatible with the Sega Saturn console that was about to hit the market. The stars were aligned for it. Cette puce était censée être magique parce qu'à elle seule, elle pouvait tout gérer, des graphismes au son en passant par les commandes de jeu.
Sega, le géant japonais du jeu vidéo, s'était associé à Nvidia et avait créé sa nouvelle manette de jeu pour PC avec la puce de Nvidia. Pour toute l'industrie, cette collaboration était le match parfait. Mais quelque chose de terrible est arrivé. Comme je l'ai dit dans l'intro, la NV1 de Nvidia a échoué si misérablement que l'entreprise a dû supplier Sega de rompre le contrat, au point que sur les 250 000 puces NV1 vendues par Nvidia, 249 000 lui ont été retournées. Et vous savez pourquoi ? Microsoft. Parce qu'entre-temps, Microsoft a lancé un truc du nom de DirectX. One example of this was Microsoft's DirectX. It's the most powerful and efficient graphics API. Microsoft's DirectX APIs only supported triangle primitives. Pour faire simple, DirectX est un ensemble de règles et d'outils créés par Microsoft en 1995 spécialement pour les développeurs de jeux. Une façon pour Microsoft de dire aux développeurs que si vous voulez que vos jeux fonctionnent sur les PC Windows, vous devez suivre ces instructions. Et la première règle était d'utiliser des triangles pour tout dessiner. Je sais que ça peut paraître compliqué, mais laissez-moi vous expliquer simplement en prenant par exemple le jeu Call of Duty. Dans le jeu, lorsque vous voyez un soldat courir, l'arme à la main, le casque sur la tête et les bâtiments autour, tout est construit avec des milliers de minuscules triangles. Vous voyez ces triangles comme des blocs de Lego digitaux. Empilez-en suffisamment et vous obtiendrez un visage, une arme ou un champ de bataille entier. C'est ce qu'on appelle des modèles dits low poly, composés de triangles primitifs et optimisés pour la vitesse. Mais Nvidia avait une vision différente, en mode zappons les triangles et partons plutôt sur des courbes ou ce qu'on appelle des textures de surface quadratiques pour que tout soit plus fluide. En d'autres termes, Nvidia voulait construire des modèles high poly, riches et réalistes. Sauf que Microsoft a bien dit que si vous voulez que vos jeux fonctionnent sur nos PC, vous devez utiliser des triangles et non des courbes. Parce que DirectX était entièrement basé sur un rendu par triangle low poly. Donc, si les développeurs voulaient faire des jeux pour Nvidia, ils devaient tout développer à partir de zéro. Un peu comme si aujourd'hui, vous vouliez développer une application pour l'iPhone, mais vous voulez la lancer sur Android. C'est exactement ce qui s'est passé avec Nvidia et sa NV1. Elle ne respectait tout simplement pas les règles de DirectX. C'était donc la guerre. Microsoft avait verrouillé la porte et Nvidia avait construit la mauvaise clé. Les développeurs de jeux ont commencé à ignorer la NV1 et Nvidia s'est retrouvé avec 249 000 puces inutiles. C'est à ce moment-là que l'entreprise s'est retrouvée à 30 jours de la faillite. Et c'est à ce moment-là que Jensen va devenir fou et mettre les bases de ce qui deviendra la plus grande entreprise du monde. Il rassemble les ingénieurs qui lui restent et il leur dit « Les gars, c'est notre dernière chance, on va construire une nouvelle puce et on va le faire en un temps record. Et parce qu'on n'a pas de temps à perdre, on ne va même pas la tester avant de la vendre. » Je ne sais pas si vous vous rendez compte, dans le monde de l'ingénierie, s'il n'y a qu'une règle, une seule règle à retenir, c'est de toujours tester avant de livrer. Parce qu'une puce, c'est littéralement une ville microscopique avec des milliards de transistors et des millions de portes logiques. C'est comme construire un gratte-ciel avec 100 milliards d'interrupteurs électriques que vous n'avez jamais testés et que vous livrez quand même au client. Si une seule connexion est mal faite, toute la puce est inutile. Si une seule porte logique n'est pas au bon endroit, la puce va surchauffer et planter. Et le coût de ce plantage n'est pas de quelques euros, mais de millions. Car quand vous envoyez votre design à l'usine de fabrication, elle ne vous en fait pas qu'une, mais 1 million d'un coup. Donc un seul bug, et vous venez de fabriquer à grande échelle 1 million de puces défectueuses. Malgré ce risque, Jensen va tout de même envoyer son design à TSMC sans faire aucun test physique. Tout ce que Jensen a fait, c'était de simuler l'intégralité de la puce dans un logiciel et la tester uniquement de manière virtuelle. Presque comme envoyer une mission habitée dans l'espace en ayant seulement testé la fusée sur un simulateur 3D. Si le logiciel de test de Jensen
n'avait qu'une nanoseconde de retard ou un petit bug, c'était terminé pour Nvidia. Donc, après l'envoi des plans de la puce aux usines de TSMC, Jensen et son équipe vont attendre 8 longues semaines. 8 semaines à ruminer et à se demander s'ils n'ont pas foiré quelque part. Et un beau jour, les produits arrivent. L'équipe met la puce sous tension et ce qu'elle va voir va relever du miracle. La puce fonctionnait parfaitement. Pas de bug, pas de glitch et des graphismes époustouflants. Les jeux tournaient de manière fluide et les développeurs sont tombés amoureux de cette puce. Elle s'appelait la Riva 128. NVIDIA designed its first high-performance graphics chip in 1997. The Riva 128, which stands for Real-Time Interactive Video and Animation Accelerator, was a pretty impressive GPU. Riva 128 is the world's first fully accelerated, hardware accelerated pipeline for rendering 3D. Tous les professionnels s'accordaient à dire que Nvidia venait de nous pondre un truc extraordinaire. Et c'est ainsi que les commandes ont commencé à affluer. Tellement qu'au cours des 4 premiers mois après le lancement, Nvidia avait déjà expédié 1 million d'unités, plus que n'importe quel autre fabricant de puces au monde sur la même période. Ce n'était pas juste un retour, c'était la renaissance de Nvidia. Et c'est là que cette histoire devient intéressante aussi en tant qu'investisseur, parce qu'aujourd'hui, tout le monde regarde Nvidia comme une évidence. On se dit, ouais bien sûr, c'était l'action à avoir. Mais à l'époque, c'était pas aussi évident. Nvidia était une petite boîte fragile qui venait de rater son premier produit, qui avait perdu son plus gros client et qui jouait littéralement sa survie sur une seule puce. Aujourd'hui, Nvidia est devenue la plus grande entreprise du monde. Et si vous voulez vous exposer à ce type de dossier, vous pouvez évidemment acheter directement l'action Nvidia. Mais vous pouvez aussi passer par des ETF liés aux semi-conducteurs, comme le Amundi MSCI Semiconductors, ou à la tech, comme le ETF Nasdaq 100, ou à l'intelligence artificielle, comme le Amundi Stocks Global Artificial Intelligence, pour diversifier votre exposition au lieu de tout miser sur une seule entreprise. Et c'est exactement pour ça que j'utilise Freedom 24. C'est le courtier que j'utilise personnellement pour investir sur des actions et des ETF pour construire mon patrimoine. Parce qu'avec plus de 40 000 actions et 3600 ETF, je suis sûr que je vais trouver les actions et les ETF que je veux sur Freedom. C'est l'un des rares courtiers 100% dédiés à l'investissement. C'est ni une banque, ni un courtier CFD et qui permet de construire un portefeuille complet et diversifié. Si comme moi, vous avez testé les banques et les néo-courtiers et que vous voulez passer à un niveau supérieur, sans frais de conversion, ni frais cachés et sans commission avec l'offre actuelle, vous pouvez ouvrir votre compte Freedom 24 et c'est le premier lien dans la description. Bref, revenons à Nvidia. Parce que la Riva 128 a sauvé l'entreprise, mais ce n'est pas cette puce qui va faire de Nvidia un monstre à 5 000 milliards de dollars. Après la Riva 128, Nvidia était devenu le roi incontesté de l'accélération graphique 3D. Et pendant que les concurrents essayaient de rattraper leur retard, Jensen a poussé encore plus loin. En 1999, Nvidia a lancé une puce appelée la GeForce 256, le premier GPU ou processeur graphique au monde. C'est là que Nvidia a démarré la révolution de ce qu'on appelle le traitement parallèle. Je vous propose de regarder la démonstration qui suit pour comprendre la différence entre un CPU et un GPU. Dans un premier temps, on voit un pistolet paintball automatisé avec un CPU, c'est-à-dire un simple processeur. Doucement mais sûrement, il peint un smiley un coup à la fois. Okay. Voici maintenant le même exercice avec un paintball automatisé avec un GPU, c'est-à-dire un processeur graphique. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pour la faire courte, alors qu'un CPU peut gérer une à quelques tâches maximum complexes à la fois, un GPU peut gérer des milliards de tâches simples simultanément. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai parlé de traitement parallèle. Et dans les jeux,
où chaque ombre, chaque balle et chaque explosion doit être rendue en temps réel, ce traitement parallèle est primordial. Mais Jensen ne va pas s'arrêter là. Encore une fois, il voit dans sa technologie quelque chose que les autres ne voient pas encore. Il était convaincu que la même puce qui faisait voler une balle dans un jeu pouvait aussi calculer comment faire atterrir une fusée sur Mars, mais aussi simuler le comportement des cellules dans le corps ou encore entraîner une machine à penser comme un humain. Là où les autres voyaient une puce graphique qui rendait les jeux super beaux, Jensen voyait un nouveau type de cerveau. Un cerveau pour les fusées, les jeux, la médecine et quelque chose qu'on va appeler l'intelligence artificielle. En 2006, Jensen fait donc quelque chose qu'aucun PDG n'aurait fait. Il investit tous les bénéfices de l'entreprise pour construire quelque chose qui n'avait pas encore de marché. Ce produit était un logiciel du nom de CUDA, pour Computer Unified Device Architecture. Pour faire simple, CUDA était un modèle de programmation qui débloquait toute la puissance des puces NVIDIA, une sorte de débrideur. Avant CUDA, les GPU ne servaient qu'au graphisme. Et avec CUDA, les développeurs pouvaient utiliser la fonctionnalité de traitement parallèle pour tout et n'importe quoi. Par exemple, un scientifique pouvait simuler des épidémies en quelques secondes. Une voiture autonome pouvait voir un enfant surgir sur la route et s'arrêter. Et la NASA pouvait calculer la trajectoire d'une fusée en temps réel. Une idée de génie, pas vrai ? Qui aurait dû propulser Nvidia dès 2006 au sommet du monde ? Eh bien, non. Vous savez pourquoi ? Parce que CUDA avait 10 ans d'avance sur son temps. Le truc était tellement en avance, tellement futuriste, que personne ne savait quoi en faire. Rappelez-vous, on est en 2006. Il n'y a pas de ChatGPT, il n'y a pas de voiture autonome, il n'y a même pas d'iPhone. Le monde tournait encore sur de simples algorithmes. Bref, CUDA était prête pour le monde, mais le monde n'était pas prêt pour CUDA. Et pendant 6 ans, rien. Puis un beau jour, un nouveau miracle. You have Geoffrey Hinton, the godfather of AI, whose controversial ideas help make advanced artificial intelligence possible. Computers were now a lot faster, and now it's behaving like I thought it would behave in the mid-80s. It's solving everything. The arrival of super-fast chips and the massive amounts of data produced on the internet gave Hinton's algorithms a magical boost. En 2012, dans un tranquille laboratoire de l'université de Toronto, de jeunes chercheurs nommés Alex et Ilya et leur mentor Geoffrey Hinton ont fait quelque chose de complètement fou. Voyez-vous, ils avaient un rêve. Le rêve de construire un cerveau informatique capable de voir comme un humain. Le but, c'était de pouvoir donner une image à un ordinateur et qui puisse vous dire si c'était un chien ou un chat, une voiture ou un camion, un hôpital ou une simple maison. Mais plot twist, ils n'ont pas utilisé un super ordinateur de la NASA, mais une puce NVIDIA qui tournait sous CUDA. L'ordinateur a été gavé de millions d'images de visages, d'animaux, de voitures et de villes. Et le GPU n'a pas seulement traité et calculé des chiffres, il a commencé à apprendre. L'ordinateur a appris à voir. Ce modèle d'IA s'appelait AlexNet. Le 30 septembre 2012, AlexNet est inscrit à la plus grande compétition IA du monde et ce jour va marquer l'histoire. Parce que le 30 septembre 2012, AlexNet n'a pas seulement gagné la compétition, il a littéralement écrasé les autres compétiteurs. In 2012, a group of 3 researchers submits an entry to a famous competition where the goal is to create computer systems that could recognize images and label them with categories. And their entry just crushes the competition. It gets way fewer answers wrong. It was incredible. It blows everyone away. It's called AlexNet, and it's a kind of AI called a neural network. And they did it on NVIDIA GPUs. All of a sudden, GPUs weren't just a way to make computers faster and more efficient. They're becoming the engines of a whole new way of computing. C'était un événement historique, car avant AlexNet, l'IA était considérée comme purement théorique, très basique et super lente. Mais AlexNet avait réussi à prouver 3 choses. Premièrement, que l'IA pouvait apprendre si on lui donnait assez de données. Deuxièmement, que les GPU étaient le cerveau parfait pour faire ça. Et enfin, troisièmement, que CUDA
était l'ingrédient secret qui rendait tout ça possible. Soudain, le monde entier réalise ce que Jensen avait voulu nous dire 6 ans plus tôt. C'était littéralement l'étincelle qui a allumé la mèche de la révolution IA. Parce qu'immédiatement après AlexNet, Google a amélioré son moteur de recherche et son service de traduction, Facebook sa reconnaissance faciale, Tesla a entraîné ses voitures autonomes et OpenAI a commencé à construire les grands modèles de langage qui allaient donner naissance à ChatGPT. Et toutes ces entreprises avaient 2 points communs. Elles utilisaient toutes des GPU NVIDIA et l'architecture CUDA. Et c'est ainsi que Jensen a transformé une entreprise qui était à 30 jours de la faillite en un miracle à 5 000 milliards de dollars. Aujourd'hui, l'entreprise la plus puissante du monde. Mais dans le monde des affaires, il y a un comeback encore plus puissant que celui de NVIDIA. NVIDIA était à ça de faire faillite, mais elle n'a pas fait faillite. Par contre, Motorola a fait faillite. Et ça ne l'a pas empêché de faire le plus grand comeback de l'histoire. J'en ai fait une vidéo, c'est la miniature qui s'affiche à l'écran. Et n'oubliez pas, si comme moi vous voulez investir pour sécuriser votre avenir et celui de vos proches, ça se passe sur Freedom24. C'est le courtier que j'utilise et que je recommande pour ceux qui veulent faire passer leur investissement au niveau supérieur. Allez, salut!